Derrière les néons, les belles femmes et l'attrait d'une immense fortune se cachent bien souvent de tristes histoires. Addiction, désillusion, mais aussi gloire et glamour. Scènes de films, de jeux vidéo ou de romans, le casino a toujours fasciné. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire passionnante des casinos. Nous sommes en 1638 à Venise. À cette époque, les jeux d'argent ne sont autorisés qu'en plein jour, et seulement pendant le carnaval. Et évidemment, tout le monde ne respecte pas la règle, et des lieux clandestins commencent à fleurir un peu partout dans la ville. On y joue principalement aux cartes, jeu très populaire en Europe au XVIIe siècle. Les autorités, ne parvenant pas à endiguer le phénomène, décident de légaliser les jeux d'argent. Ils souhaitent que la pratique reste encadrée et demandent à Marco Dandolo, membre d'une prestigieuse famille vénitienne, d'ouvrir un salon de jeu au sein de son palais. Vous l'avez compris, il s'agit officiellement du tout premier casino de l'histoire. Bien qu'ils doivent payer une redevance au Doge de Venise, le premier magistrat de la République, Marco Dandolo tire bénéfice d'une telle charge. Il se sert de sa position pour créer l'engouement, et les nobles de Venise ne tardent pas à se réunir fréquemment dans sa salle de jeu. Son palais devient alors un haut lieu d'influence, et les rentrées d'argent sont colossales. Cependant, en raison d'une corruption généralisée, la salle de jeu ferme ses portes en novembre 1774. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les nombreux aristocrates de voyage à Venise exportent le phénomène du casino, d'abord en Italie, puis partout en Europe. À Milan, Bruxelles ou encore à Vienne, les rentrées d'argent servent dans un premier temps à financer des opéras. Les jeux d'argent font aussi leur apparition dans les stations thermales, notamment en Angleterre où les casinos rencontrent un grand succès, avant que le Parlement britannique n'interdise les jeux d'argent publics en 1745. Suite à cette nouvelle réglementation, la clientèle anglaise fera le bonheur des casinos étrangers, en Allemagne et en Belgique. Et la France dans tout ça ? Vous le savez, on ne fait jamais rien comme les autres. Officiellement, l'État s'oppose aux jeux d'argent. Mais, après la mort du vieux Louis XIV, les mœurs se libèrent, et on soupçonne le régent d'avoir établi un casino au sein du palais royal. D'ailleurs, sous le Directoire, le quartier du palais royal devient véritablement, et aux yeux de tous, le lieu de prédilection des joueurs. À la toute fin du XVIIIe siècle, les 9 salles de jeu autorisées à Paris se trouvent dans ce périmètre. Le château de Versailles lui-même abritera de nombreuses parties, et Marie-Antoinette y perdra des sommes folles. Napoléon décidera à nouveau d'interdire les casinos, non seulement en France, mais dans tout l'Empire, hormis dans les stations thermales. En réalité, les salles de jeu à Paris sont encore tolérées, mais en 1836, le dernier roi de France, ou plutôt roi des Français, Louis-Philippe, interdit définitivement les casinos. Croupiers, caissiers, banquiers et bien sûr joueurs français, à l'instar de leurs homologues britanniques un siècle plus tôt, se précipitent en Allemagne ou à Monaco. À cette époque, de nombreuses familles bourgeoises parviennent à accéder à de hauts postes grâce à l'argent gagné dans les casinos. Le Second Empire autorise à nouveau les casinos, et lance même d'importantes campagnes de publicité pour les promouvoir. En effet, Napoléon III cherche à développer le tourisme dans le sud de la France. À Biarritz, Benito de Montfort, un célèbre photographe, décide de créer un casino. Inauguré en août 1858, le succès est immédiat, et l'établissement attire un grand nombre d'aristocrates venus de toute l'Europe. Les investisseurs s'inspirent de cette réussite pour construire de nouveaux casinos sur la Côte d'Azur, notamment à Nice, désormais accessibles en train. Ces salles de jeu, placées en bord de mer et bénéficiant donc d'un cadre privilégié, seront d'autant plus prisées par les parieurs que la Prusse, possédant pourtant parmi les casinos les plus réputés, décide d'interdire les jeux d'argent en 1868. À la fin du 19e siècle, les seuls casinos d'Europe sont francophones. Le français devient alors la langue la plus courante dans le milieu du casino, et le restera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le casino de Monaco a contribué à populariser le jeu de la roulette. Une minorité de joueurs la considère comme le roi des jeux de casino, l'associant au faste et au chic de Monte-Carlo, où se rencontraient des célébrités, des artistes, des aventuriers, des opportunistes et bien sûr, des femmes extrêmement belles. Une légende raconte que François Blanc, un entrepreneur immobilier et homme d'affaires, aurait conclu un pacte avec le diable pour percer les secrets de la roulette. Cette légende repose sur le fait que la somme de tous les numéros de la roulette, de 1 à 36, aboutit à 666, le nombre de la bête. Mais ce n'est qu'une légende, n'est-ce pas ? Au même moment, aux États-Unis, les premières salles de jeu apparaissent.
Ce ne sont pas des casinos à proprement parler, mais plutôt des saloons, espaces de repos dans lesquels il est possible de consommer de l'alcool, de manger, d'acheter des fournitures et de parier de l'argent. Apparus durant la conquête de l'Ouest et au départ destinés aux trappeurs et aux cow-boys, les saloons sont devenus des lieux incontournables de rencontres. Soldats, hommes d'affaires ou encore mineurs, les Américains sont de plus en plus nombreux à fréquenter ce type d'établissement, et les jeux d'argent gagnent en popularité. Ces lieux se développent notamment dans 4 grandes villes: la Nouvelle-Orléans, Saint-Louis, Chicago et San Francisco. Au début du XXe siècle, les saloons tentent à devenir de véritables casinos à l'européenne, mais leur expansion est freinée par le puritanisme ambiant de certains États. La législation fédérale finit même par interdire les paris et les jeux d'argent. Malgré la répression et la période de prohibition dans les années 20, les Américains réussissent quand même à s'organiser. L'État du Nevada autorise à nouveau les jeux d'argent en 1931. Cette date marque le début d'une grande prospérité pour la ville de Las Vegas, qui deviendra alors la capitale mondiale des casinos, des paris et des jeux de hasard. Les pays européens prennent exemple sur les États-Unis et autorisent à nouveau les casinos. Aujourd'hui, hormis dans certains pays communistes et dans la plupart des pays musulmans, les jeux d'argent sont autorisés presque partout dans le monde. La ville de Macao en Chine essaye d'attirer les investisseurs de Las Vegas, aspirant à conquérir le marché chinois et asiatique. En France, l'ouverture des casinos est réglementée par une loi de 1988, n'autorisant l'installation de nouvelles salles de jeu que dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants. Le ministère de l'Intérieur doit par ailleurs donner son accord. Une autre loi, promulguée en 1920, interdit l'exploitation de tout casino dans un périmètre de 100 km autour de Paris. Une restriction qui reste encore en vigueur de nos jours, à l'exception de la ville d'Enghien-les-Bains, bénéficiant d'une dérogation depuis 1931. Depuis les années 90, les casinos se réinventent et investissent massivement sur Internet, proposant des applications ou des sites de jeux en ligne. On précise que la vidéo n'a absolument pas pour but de promouvoir ou d'inciter quiconque à jouer au casino, mais seulement de raconter leur histoire. On tenait d'ailleurs à parler de la dépendance au jeu. Beaucoup de joueurs développent une addiction compulsive au jeu d'argent, aussi appelé le jeu pathologique. De plus en plus, les casinos forment des équipes spécialisées dans l'accompagnement des personnes souffrant de dépendance au jeu, afin de leur proposer des solutions adaptées. Ils peuvent notamment les aider à se faire interdire de casinos. En France, les établissements de jeux sont dans l'obligation de vérifier l'identité de leurs clients et de refuser les personnes interdites d'accès. Des psychologues spécialisés peuvent également prendre en charge les joueurs compulsifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à matraquer le pouce bleu et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.